Bienvenue au module 2 de ce cours en ligne sur l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination dans les établissements de santé offrant des services liés au VIH. Dans le premier module, nous avons défini ce que signifient la stigmatisation et la discrimination, identifié leurs causes et leurs conséquences et examiné certaines stratégies pour les éliminer dans les établissements de santé. Les objectifs de ce deuxième module sont d'examiner ce que la stigmatisation signifie dans le contexte d'un établissement de santé et de prestation de soins, en particulier pour les populations marginalisées, et comment les prestataires de soins peuvent éviter d'adopter des comportements et des communications stigmatisants dans leur travail quotidien. À la fin de ce module, vous aurez acquis les compétences nécessaires pour intégrer des pratiques visant à réduire la stigmatisation de manière efficace et transparente dans votre pratique clinique quotidienne. Dans la première section, nous reviendrons sur le module 1, l'impact de la stigmatisation et de la discrimination dans les établissements de santé sur les personnes vivant avec le VIH. La lutte contre la stigmatisation liée au VIH est une étape importante vers la réalisation des objectifs de santé publique, tels que mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. C'est également une action intégrale que nous pouvons tous entreprendre en tant que prestataires de soins pour améliorer le bien-être mental et physique de toutes les personnes vivant avec le VIH. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, la peur de la stigmatisation et de la discrimination reste l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes vivant avec le VIH hésitent à se faire tester, à révéler leur statut VIH ou à commencer un traitement contre le VIH. Ceci contribue à de mauvais résultats individuels et communautaires en matière de lutte contre le VIH. À quoi ressemble la stigmatisation liée au VIH dans un établissement de santé? Parfois, sans même le savoir, le personnel de l'établissement de santé, de la réceptionniste au prestataire de soins, peut adopter des pratiques et des attitudes stigmatisants ou discriminatoires. Voici quelques exemples. Les personnes séropositives peuvent être négligées ou isolées dans des zones de l'établissement, éloignées des autres personnes. Ils peuvent recevoir des soins différents ou inférieurs aux normes en fonction de leur statut VIH, ou parce qu'ils font partie d'une population clé, les deux pouvant être perçus comme différents ou inacceptables par le personnel de l'établissement. Le comportement stigmatisant ne se manifeste pas seulement dans les interactions entre le personnel et les clients. Le personnel des établissements peut refuser de travailler avec des collègues séropositifs ou les traiter de manière discriminatoire. Cela comprend les commérages sur le statut VIH d'une personne qui est une forme de violence verbale. Le personnel de l'établissement peut abuser des gens, verbalement ou physiquement, parce qu'il désapprouve qu'une femme séropositive soit enceinte, par exemple, ou être désapprobateur des personnes qui se livrent au travail du sexe ou qui consomment des drogues. Parfois, nous pourrions trouver de tels abus difficiles à croire, mais rappelez-vous que dans l'enquête sur la qualité de vie référencée dans le module 1, 75% des personnes vivant avec le VIH qui ont déclaré avoir été stigmatisées dans leur établissement ont indiqué que le comportement stigmatisant qu'elles avaient vécu venait d'un professionnel de santé. Il est important de noter que la plupart des professionnels de santé n'adoptent pas de comportement de stigmatisation contre leurs patients. Voici quelques exemples supplémentaires de stigmatisation dans un établissement de santé. Les fournisseurs de soins de santé peuvent effectuer des examens mal faits, précipités et avec un contact physique minimal, ou ne pas effectuer d'examen du tout. Ils peuvent utiliser des gants et des masques pour des tâches de routine qui ne nécessitent pas de précautions universelles. Des recherches ont montré qu'une peur irrationnelle de contracter le VIH par un simple contact avec un patient peut conduire à ces comportements d'évitement. N'oubliez pas que dans le module 1, nous avons appris que les trois principaux facteurs de stigmatisation sont le manque de sensibilisation, le jugement moral, la peur et l'ignorance. Le personnel peut retarder ou refuser des services tels que les services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes vivant avec le VIH. Le personnel peut également exiger un paiement supplémentaire pour les services ou violer la vie privée et la confidentialité d'un patient, y compris la divulgation non autorisée du statut VIH d'un patient aux membres de sa famille ou à d'autres membres du personnel de l'établissement. Ils peuvent étiqueter les personnes comme étant séropositives, utiliser un langage verbal et corporel peu amical et en général traiter les personnes vivant avec le VIH avec un manque de respect et de dignité. Voyons maintenant à quoi ressemble un établissement sans stigmatisation. Un établissement sans stigmatisation est un établissement dans lequel les personnes vivant avec le VIH et d'autres populations clés sont traitées avec respect et compassion et bénéficient de soins de haute qualité. Prenez un moment pour regarder la représentation en dessin animé de certains des éléments d'un établissement sans stigmatisation.
Tous les prestataires de soins de santé ont un devoir de diligence envers les patients. Ils ont également l'obligation légale et morale d'adhérer aux normes les plus élevées de qualité des soins. Les prestataires de soins de santé doivent également veiller à ce que les patients reçoivent des informations adéquates concernant leur état de santé et les traitements proposés, qu'ils consentent volontairement aux traitements et aux procédures et qu'ils aient la capacité de comprendre les avantages et les risques potentiels des soins qu'ils reçoivent. Ce devoir est dû à toutes les personnes, sans discrimination. Étudions maintenant la définition d'un établissement de santé sans stigmatisation, en utilisant les normes minimales fixées par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ou ONU-Sida. Ces normes minimales comprennent la prestation en temps opportun de soins de qualité à toutes les personnes qui en ont besoin, indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur origine ethnique, de leur appartenance religieuse, de leur statut socio-économique, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de tout autre problème de santé. La nécessité d'obtenir un consentement éclairé avant de procéder à des tests ou de prescrire un traitement. La liberté de ne pas être contraint d'accepter ou de demander des services de santé. Le respect de la vie privée et de la confidentialité. Des professionnels de la santé régulièrement formés à la prestation de services sans stigmatisation ni discrimination. Des mécanismes en place pour remédier aux épisodes de stigmatisation ou de discrimination et pour garantir la responsabilité de tout le personnel des établissements. Et la participation significative des communautés affectées à l'élaboration et au suivi des politiques et des programmes concernant l'égalité et la non-discrimination dans les soins de santé. 1 an après le lancement de l'agenda pour une discrimination zéro dans les soins de santé, l'ONU-Sida a rapporté quelques exemples de pays qui ont adopté des soins de santé sans discrimination pour tous. En Argentine, 21 établissements de santé se sont engagés à améliorer l'accessibilité et l'acceptabilité des soins pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, ou LGBT. Les composantes de ces services comprennent la formation des prestataires de soins sur les besoins spécifiques des personnes LGBT, des heures d'ouverture accessibles et la participation active des personnes LGBT à la conception et au fonctionnement des services fournis dans les établissements. Voici quelques points importants à prendre en compte pour rendre votre établissement de santé exempt de stigmatisation. Adoptez un code de conduite et un plan d'action pour mettre fin à la stigmatisation dans votre établissement. De plus amples informations sur les codes de conduite et les plans d'action sont disponibles dans le module 3. Veillez à ce que les personnes vivant avec le VIH et les autres populations clés reçoivent les mêmes soins que les autres patients. Cela peut sembler évident, mais nous savons que des soins de qualité inférieure peuvent être le résultat direct d'une stigmatisation et/ou d'une discrimination. Créez et maintenez un environnement accueillant pour vos patients avec des attitudes, un langage corporel et des voix adaptées aux patients. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Exprimez-vous et confrontez les agents de santé qui stigmatisent leurs patients. Aidez tous les agents de santé de votre établissement à passer un test de dépistage du VIH et faites-leur savoir qu'ils continueront à travailler s'ils sont diagnostiqués séropositifs et recevront le plein soutien du personnel et de la direction. Voyons maintenant un exemple de stigmatisation au travail en utilisant l'étude de cas d'Isabelle. Isabelle est une infirmière de 45 ans en charge d'un établissement de santé. Elle est mariée, a 3 enfants et elle est très appréciée et respectée dans sa communauté. Isabelle a découvert qu'elle était séropositive lors de sa dernière grossesse et se rend dans une clinique privée non liée à l'établissement de santé où elle travaille pour ses soins VIH, y compris la thérapie antirétrovirale et pour accéder à d'autres services de lutte contre le VIH. Lors d'une récente visite à la clinique, Isabelle a croisé de façon inattendue une collègue de son propre établissement. Le collègue a deviné qu'Isabelle pourrait être séropositive et l'a dit à ses collègues. Isabelle est consciente qu'il y a maintenant beaucoup de ragots dans son établissement de santé pour savoir si elle pourrait être séropositive. Les ragots et son anxiété à propos de la façon dont elle est perçue par ses collègues de travail affectent ses relations avec le personnel et sa capacité à faire du bon travail dans la gestion de la clinique. Quelles leçons pouvons-nous tirer du cas d'Isabelle ? En tant que travailleurs de santé, nous pouvons et devons assumer la responsabilité de réduire la stigmatisation à tous les niveaux dans nos établissements, y compris la stigmatisation et la discrimination contre les collègues. Les réunions du personnel dans l'établissement peuvent être utilisées pour parler de la stigmatisation
en soulignant l'importance du respect mutuel et, en ce qui concerne les collègues, l'importance du travail d'équipe. Les réunions du personnel peuvent également être un espace de parole pour normaliser le dépistage du VIH en encourageant et en soutenant le personnel qui souhaite effectuer le test. Deux leçons clés que nous pouvons tirer du cas d'Isabelle sont que les gens peuvent faire des suppositions sans connaître toute l'histoire et que les commérages peuvent être stigmatisants au point d'être considérés comme des abus verbaux. Enfin, il est important de confronter et de soutenir les collègues pour qu'ils cessent les comportements stigmatisants envers leurs patients. Une politique anti-stigmatisation qui est largement diffusée dans l'ensemble de l'établissement, appliquée par la direction et respectée par le personnel, est un élément essentiel pour rendre votre établissement exempt de stigmatisation. L'étude de cas suivante d'Amina est un exemple de la façon dont la stigmatisation met en péril l'accès à des soins de qualité contre le VIH. Amina est une femme enceinte de 23 ans qui s'est rendue dans son établissement de santé local pour accoucher. Le médecin a examiné sa carte d'établissement de santé qui indiquait la PTME, ou la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Il a immédiatement su qu'elle était séropositive. En attendant d'être vue par le médecin, Amina l'a vu chuchoter à d'autres membres du personnel qui ont ensuite regardé Amina. Elle est devenue contrariée et était inquiète de ce qu'il pourrait dire d'elle, craignant qu'il ne veuille pas l'accoucher. Amina a attendu longtemps que quelqu'un l'aide et quand ses contractions ont commencé, elle a crié à l'aide. Mais le médecin a fait semblant d'être occupé et n'a pas écouté son appel. Une infirmière a eu pitié d'elle et a aidé à l'accouchement. Plus tard, Amina a été laissée seule. Au fil des heures, elle a vu d'autres femmes être aidées avant et après l'accouchement de manière attentive et respectueuse par le médecin et les infirmières. Amina s'est juré de ne jamais retourner dans ce centre, bien que ce soit le plus proche de l'endroit où elle vit et serait le plus commode pour recevoir ses soins prénatals. Que pouvons-nous apprendre du cas d'Amina? En tant que professionnels de la santé, notre code de conduite nous oblige à traiter toutes les personnes sans exception et à leur fournir les meilleurs soins possibles, quelles que soient nos convictions personnelles ou nos jugements de valeur. Il est clair qu'Amina et son bébé reçoivent explicitement des soins de qualité inférieure en raison de leur statut VIH, que le médecin perçoit comme une raison d'éviter et de discriminer Amina et son bébé. Il s'agit d'un comportement inacceptable pour un professionnel de la santé. Le personnel doit reconnaître que leurs attitudes et leurs croyances affectent les soins médicaux d'Amina. Le personnel doit être formé et perfectionné pour éviter les comportements stigmatisants et discriminatoires envers quiconque fréquentant l'établissement de santé. Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, la peur irréaliste de contracter le VIH par contact avec des patients est également l'un des principaux moteurs de la stigmatisation. Il est donc essentiel de veiller à ce que tout le personnel des établissements soit informé de la manière dont le VIH est transmis et non transmis, ainsi que des précautions universelles qui doivent être mises à la disposition de tout le personnel pour réduire le risque d'infection. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire pour lutter contre la stigmatisation au sein de votre établissement de santé. Un moyen important d'évaluer si votre établissement de santé est exempt de stigmatisation est d'écouter les retours des patients qui fréquentent l'établissement pour leurs soins VIH. Le personnel et les administrateurs de la clinique devraient savoir ce que les personnes vivant avec le VIH ressentent et pensent de la manière dont les services VIH sont dispensés dans leur établissement de santé. En prenant en compte toutes les stigmatisations intériorisées auxquelles les personnes vivant avec le VIH peuvent être confrontées. Ces connaissances sont essentielles pour développer des programmes anti-stigmatisation efficaces pour lutter contre la stigmatisation intériorisée et externe, ainsi que pour fournir des soins de qualité non stigmatisants. Voici une simple liste de contrôles qui permettra aux personnes vivant avec le VIH de vous dire comment elles se sentent. Êtes-vous actuellement victime de stigmatisation dans votre communauté? Si oui, comment cela affecte-t-il votre vie quotidienne? Êtes-vous actuellement victime de stigmatisation dans votre établissement de santé? Si oui, qui au centre de santé vous stigmatise et comment? Les membres de votre famille ou vos amis connaissent-ils votre statut VIH? Vous sentez-vous honteux ou différent des autres à cause de votre statut VIH? Pensez-vous que les autres vous reprochent votre statut VIH? Avez-vous accès à un réseau de soutien? Plus important encore, il y a des étapes personnelles que nous pouvons tous prendre pour nous engager avec succès dans la lutte contre la stigmatisation. Mettez-vous à la place de votre patient. En reconnaissant ses besoins et problèmes individuels,
ainsi que les obstacles aux soins et ses résultats sanitaires. Mettez de côté vos croyances et vos jugements personnels, car ils n'ont pas leur place dans votre rôle de prestataire de soins dans un établissement de santé. Acceptez sans jugement les personnes, comment ils choisissent de vivre leur vie et les choix qu'ils font. Ce n'est qu'alors que vous pourrez fournir à tous les meilleurs soins de qualité sans stigmatisation ni discrimination. Enfin, comprenez votre communauté et la diversité des personnes qui y vivent afin de pouvoir vous lier avec eux de manière compatissante et professionnelle. Comme nous l'avons vu dans le module 1, la stigmatisation affecte différents groupes de personnes de différentes manières, en fonction de l'âge, du sexe, de la race, de l'ethnicité, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de la religion et du statut socio-économique. Lorsque les personnes vivant avec le VIH sont également marginalisées en raison des identités et des inégalités sociales, des formes de stigmatisation à plusieurs niveaux se chevauchent et constituent la base de la stigmatisation intersectionnelle. Par exemple, les femmes peuvent être affectées différemment par la stigmatisation liée au VIH par rapport aux hommes. Les femmes peuvent être soumises à des idées préconçues selon lesquelles le VIH a été acquis en raison de la promiscuité sexuelle. Au-delà de la stigmatisation liée au VIH, les femmes peuvent faire face à la stigmatisation à la fois due à leur sexe et à leur statut sérologique. Ceci est un exemple de stigmatisation intersectionnelle. De même, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, y compris les hommes gays et bisexuels, qui vivent avec le VIH, peuvent être stigmatisés à la fois pour leur sexualité et pour le VIH. Ceci aussi est un exemple de stigmatisation intersectionnelle. Il est important de noter que lorsque l'épidémie du VIH a commencé dans les années 80, un mythe commun persistait selon lequel le VIH était une maladie d'homosexuels. Aujourd'hui, nous savons que le visage du VIH comprend une population diversifiée, les hommes et les femmes hétérosexuels représentant des segments de la population. Les hommes et les femmes vivant avec le VIH qui appartiennent à une minorité ethnique peuvent subir des formes de stigmatisation à plusieurs niveaux au-delà de leur statut sérologique. Enfin, en ce qui concerne l'âge, le risque de VIH chez un patient plus âgé peut être ignoré simplement en raison de son âge, et comme résultat, cela devient pour eux une occasion manquée pour profiter des mesures préventives. En outre, la stigmatisation liée au VIH peut être plus grave chez les personnes âgées, ce qui les amène à cacher leur diagnostic à leurs proches et à ne pas avoir accès aux services de soins et de soutien. Gardez ces facteurs à l'esprit lorsque vous discutez avec les patients, mais aussi en ce qui concerne la création d'un environnement sûr et accueillant qui répond à l'expérience de vie de chaque personne, à sa santé globale et à d'autres besoins. En prenant des mesures visant la déstigmatisation, il est important de reconnaître que le processus commence par vous et dépend de vous. Chaque membre du personnel de votre établissement de santé, y compris vous, a la responsabilité de faire en sorte que tous se sentent les bienvenus et de les traiter avec le respect et la dignité auxquels ils ont droit. Si vous n'offrez pas un environnement accueillant, pratique et sûr, les patients ne continueront pas de suivre des soins dans votre établissement de santé. C'est pourquoi tant de patients sont perdus de vue et en fin de compte ont de mauvais résultats sanitaires. Voici quelques étapes supplémentaires de la réussite. Reconnaissez que la stigmatisation et la discrimination existent dans votre établissement de santé, comme c'est le cas dans de nombreux établissements, et que le personnel doit être autorisé à s'exprimer et à signaler les pratiques de stigmatisation chaque fois qu'elles surviennent sans crainte de représailles. Adressez les idées fausses et les craintes autour de la transmission du VIH. Comme nous l'avons déjà évoqué, la peur de contracter le VIH par contact occasionnel est une raison majeure des pratiques stigmatisantes et discriminatoires dans les établissements de santé. Et réduisez la distance physique et émotionnelle entre les patients et le personnel. Soyez empathique envers les personnes qui fréquentent votre établissement de santé et profitez de chaque occasion pour renforcer le dialogue avec elles. Nous devons tous avoir de l'empathie pour nos patients. Voyons maintenant comment favoriser une communication sans stigmatisation. Au milieu des nombreux défis auxquels sont confrontés les établissements, une communication efficace entre le prestataire de soins de santé et le patient s'impose comme un élément essentiel pour garantir que les patients reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin. L'observance du traitement, une partie cruciale des soins du VIH, est spécifiquement affectée lorsque le dialogue entre les patients et les prestataires est inefficace. Le programme Caliber of Care de l'IAPAC
est une ressource permettant aux agents de santé d'optimiser leur communication avec les personnes vivant avec le VIH. Vous pouvez accéder à ces ressources sur www.iapac.org. Au bout du compte, le langage compte. Le langage que vous utilisez lorsque vous parlez à des personnes vivant avec le VIH les responsabilisera ou les empêchera d'accéder et d'utiliser les soins et d'autres services liés au VIH. Assurez-vous d'utiliser un langage qui place la personne avant son état de santé. Assurez-vous que vous ne faites pas référence à vos clients comme des personnes séropositives ou infectées par le VIH, mais plutôt comme des personnes vivant avec le VIH. Voici quelques exemples de la manière d'optimiser votre communication avec les patients. Assurez-vous de demander à vos patients comment ils s'identifient et comment ils souhaitent être appelés. Utilisez un langage sensible au genre. Par exemple, vous devriez demander à une personne transgenre si vous devez utiliser le pronom il ou elle dans votre communication. Évitez d'utiliser un langage sensationnel. L'utilisation de mots tels que pire, terrible ou horrible est une expression de votre propre opinion ou de jugement et n'a aucune place dans un dialogue efficace. Pour continuer avec l'importance du langage, prenez une minute pour revoir la bande dessinée et le tableau à l'écran. Voici quelques exemples de langage stigmatisant et son langage alternatif préféré. Personnes infectées par le VIH, patients atteints du sida ou porteurs du VIH sont des termes stigmatisants. Comme indiqué précédemment, le terme non stigmatisant préféré est personne vivant avec le VIH. Le terme stigmatisant mort du sida devrait être remplacé par mort d'une maladie liée au sida. Au lieu de faire référence à un virus du sida inexistant, dites VIH car le sida est un diagnostic et non un virus. N'utilisez pas le terme sida avéré, car il n'y a pas de définition médicale pour cette phrase. Utilisez simplement le terme sida. Plutôt de dire qu'un patient a été infecté par le VIH, dites qu'il ou elle a contracté le VIH. De plus, l'utilisation du mot promiscuité est un jugement de valeur et doit être évité. Utilisez le terme partenaire multiple. Vous trouverez d'autres exemples de stigmatisation et de langage préféré dans le navigateur de dialogue sur la stigmatisation élaboré par IAPAC, disponible sur le site web d'IAPAC. Les voies de communication entre un professionnel de la santé et une personne vivant avec le VIH sont censées être bidirectionnelles. Une citation de la vidéo Tout le monde a une histoire résume l'importance pour les personnes vivant avec le VIH d'engager en dialogue honnête avec leurs prestataires de soins sur les questions qui peuvent affecter les résultats de leur traitement. Vous devez être honnête avec votre fournisseur de soins. Si vous n'avez pas pris le médicament ou si vous avez des relations sexuelles non protégées, vous devez tout dire. Produit par Sister Love, un groupe de femmes bénévolées formé pour éduquer les communautés de femmes sur la prévention du VIH, cette vidéo est disponible comme ressource en ligne. Les prestataires de soins de santé doivent être tout aussi honnêtes avec leurs patients. Renforçons la notion qu'un effort d'équipe par le soignant et le patient permet d'obtenir le traitement anti-VIH le plus efficace et le résultat sanitaire désiré. Si la charge virale d'un patient est élevée par exemple, il ou elle doit être averti afin que des actions collectives puissent être mises en place. Tiré du navigateur de dialogue sur la stigmatisation élaboré par IAPAC, voici quelques éléments de conversation que vous pourriez essayer qui aident à transmettre de la compassion et de l'empathie à une personne vivant avec le VIH confrontée à la stigmatisation. Ouvrir la conversation par une phrase comme « Je sais que la stigmatisation et la discrimination peuvent parfois être très douloureuses » marque que vous faites preuve d'empathie et peut créer un espace de dialogue à un niveau plus humain au-delà des contraintes de la relation prestataire-patient. Vous êtes ici dans un espace sûr et confidentiel. Vous êtes libre de partager ce que vous voulez. Promeut l'importance de la confidentialité et de la vie privée, exigeant bien sûr que cette pratique soit appuyée par la politique de l'établissement de santé et les actions des prestataires de santé. Si vous vous sentez stigmatisé dans cet établissement, dites quelque chose, exprimez-vous. Adresse l'importance de la responsabilisation de ceux ayant des comportements stigmatisants au sein d'un établissement, mais doit également être étayé par un moyen officiel de signaler et de corriger ces comportements, que vous pouvez expliquer aux patients. Enfin, le renforcement du besoin d'un réseau de soutien communautaire est un important mécanisme de défense face à la stigmatisation intériorisée. Une déclaration telle que
Partager ce que vous vivez avec d'autres personnes en qui vous avez confiance peut être un élément important dans la lutte contre votre VIH. Peut être un bon moyen de lancer une conversation et de référer le patient à une structure de soutien affiliée à une clinique et/ou communautaire. Examinons maintenant quelques stratégies supplémentaires pour éliminer la stigmatisation dans votre pratique clinique quotidienne. Comment les prestataires peuvent-ils soigner par l'exemple? Traitez le VIH de la même manière que vous le feriez pour tout autre problème de santé. Évitez les jugements ou les reproches. Établissez et maintenez un contact visuel avec vos patients et évitez le langage corporel critique comme les bras croisés, les mains sur les hanches ou le froncement de sourcils. Autant que possible, accordez à votre patient toute votre attention ininterrompue. Évitez le multitâche lors d'une consultation avec un patient afin de ne pas paraître distrait. Et rappelez-vous que donner le ton d'un dialogue ouvert aidera les gens à se sentir à l'aise pour exprimer les défis ou les préoccupations qu'ils ont liées à leurs soins. Voici 3 façons supplémentaires de soigner par l'exemple. Offrez un environnement accueillant à vos patients. Cela contribuera à renforcer l'idée qu'ils se trouvent dans un endroit sûr et les encouragera à parler ouvertement de leurs expériences et de leurs besoins. Posez des questions sur le point de vue du patient à l'égard du VIH et les approches de soins. Par exemple, quels sont vos objectifs pour notre rendez-vous aujourd'hui? Rappelez aux gens que toutes les discussions avec vous et les autres membres du personnel sont et resteront confidentielles et ne seront partagées avec personne sans leur consentement. Il est important de garder un œil sur la communauté dans laquelle vous pratiquez pour comprendre la personne derrière les données purement cliniques et le dossier du patient. Cela peut vous aider à comprendre les termes que les gens utilisent lorsqu'ils discutent du VIH, ce qui vous permet de mieux vous comprendre mutuellement. Il est également important de connaître les événements et les activités locaux qui pourraient constituer des plateformes de soutien pour lutter contre la stigmatisation intériorisée et/ou promouvoir une vie saine avec le VIH. Ceci est particulièrement pertinent pour les patients présentant d'autres maladies, telles que les troubles de santé mentale, les troubles liés à la consommation de drogue et de l'alcool, ou des comorbidités associées au vieillissement et le VIH. Enfin, il est important de donner aux personnes vivant avec le VIH les moyens de surmonter la stigmatisation. La connaissance, c'est le pouvoir. Une personne ayant des connaissances sur le traitement est mieux équipée pour prendre des décisions de santé éclairées et pour faire face plus efficacement à la stigmatisation et à la discrimination dans leur communauté. Encouragez le recours à des pairs éducateurs qui peuvent établir des partenariats avec des patients récemment diagnostiqués et les guider en stratégie pour répondre à la stigmatisation intériorisée et à la stigmatisation dans un établissement de santé ou dans la communauté. Offrez une formation en mentorat au personnel de santé qui devrait éviter de sermonner ou de porter un jugement contre les patients, mais plutôt de fournir des conseils constructifs et des commentaires qui ont à cœur le meilleur intérêt du patient. Alors que nous approchons de la fin de ce module, examinons d'autres étapes pour réussir à créer un environnement sans stigmatisation. Fournir aux patients des informations et une éducation complète sur le VIH d'une manière facilement compréhensible. La plupart des gens sont impatients d'en savoir plus sur le VIH et son traitement. Offrez régulièrement à vos patients des informations sur le traitement du VIH et répondez à leurs questions. Le partage d'informations permet également de développer de bonnes relations avec les patients. Relier les personnes vivant avec le VIH à des services de soutien holistique. Les soins contre le VIH ne se limitent pas à la prescription de médicaments. Fournir un soutien pour faciliter la divulgation du statut VIH aux partenaires, à la famille et aux amis si la personne est prête et disposée à divulguer. Enfin, une clé du succès est de mettre à disposition des politiques claires et des mécanismes de signaler les plaintes liées à la stigmatisation et à la discrimination, ainsi que des processus de règlement rapide de ces plaintes, y compris une grille de conséquences pour le personnel pouvant être impliqué. Toutes les personnes vivant avec le VIH ont droit à des informations précises et sérieuses sur leur santé sociale, sexuelle et reproductive. C'est pourquoi l'IAPAC et d'autres associations médicales mondiales ont approuvé la campagne Indétectable égale intransmissible, ou I égale I. La campagne I égale I promeut une notion fondée sur des preuves selon lesquelles les personnes vivant avec le VIH qui ont une charge virale indétectable ne peuvent pas transmettre le VIH. I égale I change la donne car il transforme la vie sociale, sexuelle et reproductive des personnes vivant avec le VIH.
Cela leur permet, ainsi qu'à leurs partenaires, d'être en couple sans crainte de transmettre le VIH. I égale I devrait être intégré dans toute pratique clinique en tant que composante essentielle pour augmenter l'utilisation des services VIH. Lorsque les personnes vivant avec le VIH découvrent I égale I, elles sont plus susceptibles de se faire tester, de commencer et de poursuivre un traitement anti-VIH. De plus, ce message devrait changer la façon dont les professionnels de la santé, le public, les employeurs et les politiciens voient et prennent des décisions concernant les personnes vivant avec le VIH. Parlez à vos patients de I égale I et de la nécessité de rester indétectable pour que la campagne I égale I puisse rester probante. Informez-les de l'importance de l'observance au traitement anti-VIH pour rester en bonne santé et prévenir la transmission. Expliquez et renforcez l'idée à vos patients que lorsque la charge virale est supprimée, ils ne transmettront pas le VIH à leurs partenaires. Et encouragez-les à connaître leur charge virale pour qu'eux et leurs partenaires soient sûrs de leur statut indétectable. Dans le premier module de ce cours en ligne, nous avons examiné les droits fondamentaux de l'homme dans les milieux de santé. Alors que nous concluons ce deuxième module, revenons aux droits fondamentaux de l'homme dans les établissements de santé comme base pour éliminer la stigmatisation et la discrimination dans votre travail clinique au quotidien. La non-discrimination est un principe fondamental des droits de l'homme. Vous le savez sûrement, mais pas vos patients. Parlez aux gens de leurs droits. Affichez ces droits sous forme écrite et bien visible dans votre clinique. Il est tout aussi important de communiquer clairement le mécanisme disponible à chaque personne pour signaler une discrimination ou une violation des droits des patients. Les personnes devraient également recevoir des informations sur les organisations communautaires qui peuvent aider, conseiller et apporter des services juridiques en cas de besoin. Enfin, votre personnel doit être formé pour comprendre l'importance des droits de l'homme et leur rôle en tant que prestataire de soins de santé. Pour terminer, prenons un moment pour résumer les concepts clés de ce module. Cette diapositive résume les étapes clés que vous pouvez suivre pour lutter contre la stigmatisation dans votre établissement de santé. Adoptez un code de conduite et un plan d'action pour mettre fin à la stigmatisation dans votre établissement. De plus amples informations sur les codes de conduite et les plans d'action sont disponibles dans le module 3 de ce cours. Former et reformer le personnel pour éviter les comportements stigmatisants et discriminatoires à l'égard de toute personne fréquentant l'établissement. Veillez à ce que le personnel de l'établissement et les patients soient informés de la mode de transmission du VIH ainsi que des précautions universelles à prendre pour réduire le risque d'infection. Et notamment, informez-les de la signification d'une notion indétectable égale intransmissible. Créez et maintenez un environnement accueillant pour tous les patients. Favorisez une communication sans stigmatisation. Et veillez à ce que toutes les personnes bénéficient de la même qualité de soins. Nous avons couvert beaucoup de sujets dans le module 2 de ce cours en ligne. Prenez quelques minutes pour réfléchir aux questions suivantes. À quoi ressemble la stigmatisation dans un établissement de santé? Qu'est-ce qu'un établissement de santé sans stigmatisation? Votre établissement est-il exempt de stigmatisation? Sinon, comment pouvez-vous atteindre ce but? Comment pouvez-vous évaluer la stigmatisation ressentie par vos patients? De quelle manière pouvez-vous améliorer la communication envers et le dialogue avec vos patients? Comment pouvez-vous aider les patients à surmonter la stigmatisation? Qu'est-ce que I égale I? Comment pouvez-vous intégrer ce message dans votre pratique clinique? Comment pouvez-vous contribuer à protéger et à réaliser le droit fondamental de vos patients à des services de santé, y compris le VIH, sans stigmatisation ni discrimination? De nombreuses ressources sont disponibles pour soutenir davantage vos efforts à éliminer la stigmatisation dans les établissements de santé. Cette diapositive répertorie certaines ressources vidéo et des liens vers ces ressources que nous avons trouvées utiles. 2 vidéos ont été développées par Sister Love, une ONG basée aux États-Unis, pour aider les patients à discuter de la stigmatisation, de la divulgation et de la nécessité de communiquer de manière honnête avec leurs prestataires de soins. Nous avons également inclus des vidéos de la Martin Fisher Foundation dans la Fast Track City de Brighton, au Royaume-Uni. Ces vidéos abordent et déconstruisent les mythes concernant la transmission du VIH, la divulgation de la séropositivité au VIH et la lutte contre la discrimination qui affecte les personnes vivant avec le VIH dans leur vie quotidienne. Enfin, un ensemble de 22 vidéos produites en Inde,
par le projet Health Policy Plus, explorant de nombreux aspects de la lutte contre la stigmatisation et de la discrimination dans les milieux de santé. L'IAPAC tient à souligner la contribution de nos institutions partenaires à l'élaboration de ce cours en ligne. Nos remerciements au Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, à la Société internationale du Sida, au Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH, à l'Association of Nurses in AIDS Care et à l'International Treatment Preparedness Coalition. Nous reconnaissons également que le financement de ce projet a été rendu possible grâce au soutien du plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, ou PEPFAR, et de l'Agence américaine pour le développement international. Merci d'avoir terminé le module 2. Vous pouvez maintenant quitter la présentation.